Alors, j'ai pris le pli, moi, dans ce genre d'intervention, de prendre l'habitude de commencer par les mots. De commencer par les mots parce qu'on est complètement piégé par le vocabulaire. Vous le savez très très bien, c'est que là, on est en période électorale, les choses sont tout à fait claires. Si on dit extrême droite, les gens, en particulier du Rassemblement national, vont vous dire « on n'est pas d'extrême droite », et si vous dites ça, c'est parce que vous voulez nous comparer aux nazis. Et puis de l'autre côté, il y a une partie des gens de gauche qui va dire « oui, mais de toute façon, vous êtes des nazis ». Et alors là, effectivement, tout le monde se crie dessus et on n'arrive absolument à rien. Donc il vaut mieux partir des mots, l'histoire des mots, des définitions des termes, comme ça, tout est clair, tout est propre, et on évite de faux débats, puisque ce sont dans les deux cas, c'est une figure de rhétorique qui s'appelle la synecdoque, qui consiste à confondre la part et le tout par des jeux de permutation. Extrême droite, dans la langue française, moi, je dis toujours avec modestie, la plus vieille occurrence que je connais, c'est dans les années 1820. Je dis avec modestie, je n'ai pas la prétention d'avoir lu toute la littérature du 19e siècle produite en France. Mais la plus vieille que je connaisse, c'est les années 1820. Dans les années 1820, ce texte vous définit l'homme d'extrême droite comme étant un homme en colère. C'est une description d'abord psychologique, comme étant un homme en colère pour des raisons politiques. Pourquoi il est en colère? Parce qu'il considère que les institutions sont en train de faire courir le risque de la révolution et de l'anarchie au pays. Et donc, il veut balayer ces institutions un bon coup, de manière à remettre de l'ordre. C'est quand l'ordre n'est plus dans l'ordre, il est dans la révolution, selon une formule consacrée. C'est donc cette dimension-là, c'est les premières occurrences, la première occurrence que je connaisse d'extrême droite. En fait, dans l'usage, on va commencer plus à l'utiliser dans la presse après la Première Guerre mondiale, parce qu'à partir de 1917, à propos de la révolution bolchevique, dans la presse française, on se met à parler d'extrême gauche. Et donc les plus opposés, on va plus naturellement se mettre à parler d'extrême droite. Et puis on va encore plus utiliser ce syntagme après 1945 de manière tout à fait claire. Donc voilà, il y a un usage de ce terme, mais ça vous dit bien différentes choses. Ça vous dit bien que extrême droite n'est pas une injure, c'est une catégorie politique qui existe dans notre vocabulaire politique depuis 2 siècles. Et ça vous dit bien également que cette extrême droite n'est pas réduite au nazisme. On est évidemment un siècle avant le Troisième Reich, il n'y a pas du tout cette réduction faisable. Donc, on a déminé les critiques venant des gens qui adorent le Rassemblement national, des gens qui haïssent le Rassemblement national. On est sur une base rationnelle, c'est une bonne base. Là-dessus, bien comprendre, on a une floraison lexicale au XIXe siècle qui va tout nous expliquer. Pourquoi nationalisme? Ça naît dans les années 1790. C'est les contre-révolutionnaires. C'est les gens qui s'opposent à la révolution, qui inventent le mot nationalisme, parce que pour eux, ce sont les révolutionnaires, les nationalistes. Parce qu'ils détruisent la vieille France avec cette vieille solidarité des provinces au bénéfice du système jacobin et de la pensée jacobine. Donc au départ, c'est une permutation qui vient des contre-révolutionnaires. C'est une péjoration, pardonnez-moi. On va avoir d'autres mots. On va avoir, c'est Grégoire Kaufmann, un historien qui a trouvé cette première occurrence-là, en 1892, racisme qui apparaît. Racisme, le premier texte dans la langue française qui utilise le mot raciste, c'est pour dire qu'il y a un remplacement des Français du Nord de souche gauloise par les Français du Sud de souche latine, et qu'il faut vous protéger, vous gens du Nord qui êtes fragiles, des gens comme moi qui viennent du Sud, qui sont des horribles conquérants. Et donc, c'est cette première idée-là, vous voyez qu'on est sur des idées par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui, hein, on y est déjà, et c'est la première occurrence de racisme. Le mot ethnie est inventé en 1893. Le mot antisémitisme est inventé en 1879. Ça vient d'Allemagne. Il y a une ligue qui est créée par William Mayer, il y a un livre qu'il fait, qui a un grand succès en Allemagne, où en gros, Mayer explique qu'il faut sortir de la péjoration religieuse, que le problème du juif, c'est pas sa religion, c'est sa race. Hein, c'est cette opposition-là. Alors, la première critique qui
paraît dans la presse française, là aussi avec modestie, il peut y en avoir une avant que je n'ai pas trouvée, mais normalement c'est la première à ma connaissance. C'est intéressant parce que c'est dans un journal qui paraît à Paris, et le journaliste commence en disant « Ce bouquin a un extraordinaire succès en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce phénomène littéraire? On dirait aujourd'hui ce best-seller. » Et donc il explique le bouquin à ses lecteurs français, et il en conclut que c'est vraiment une preuve de la barbarie de la pensée allemande, et que jamais dans un pays aussi civilisé que la France, cette idée d'antisémitisme-là pourra avoir un quelconque succès. Vous savez que, hélas, ce point de vue-là ne sera pas exactement une prophétie. L'antisémitisme étant quelque chose qui a des impacts différents selon les périodes, selon les temps, mais également selon les segments. On sait, quand on regarde les résultats électoraux, qu'on compare les sondages d'opinion qu'on a pu avoir sur les 20 dernières années, par exemple, que les femmes vont être beaucoup plus sensibles à l'islamophobie qu'à l'antisémitisme. Si vous êtes d'extrême droite et que vous voulez séduire des femmes, il faut taper sur les musulmans beaucoup plus que sur les juifs, parce que ça fonctionne bien mieux, c'est comme ça. Donc, antisémitisme, ethnie, racisme, nationalisme, extrême droite, immigration dans le petit lettré, c'est 1876. Il se passe quelque chose, mais c'est normal en même temps. On est dans une mondialisation démographique. Elle date pas d'hier, cette mondialisation démographique. Il se passe entre la moitié du 19e siècle et la moitié du 20e siècle, il y a 180 millions de personnes qui se déplacent. Hein, on a un grand mouvement démographique, que certains aujourd'hui qualifieraient de mondialiste, mais qui se passe déjà. De même, en histoire économique, on considère ce que les économistes appellent la première globalisation, c'est les années 1860 où ça commence. Donc vous voyez, tous ces phénomènes sont en train de se structurer tous ensemble. Je suis certain que je suis en train de vous oublier différents mots là-dedans. Xénophobie, c'est 1901, et islamophobie, c'est 1910. C'est pas les mollahs iraniens, c'est pas quelque chose qui a été inventé pour embêter les gens, c'est 1910, etc. Tous ces mots-là, vous voyez, sont sur cette période en fait assez rétrécie au 19e siècle. Pourquoi? Parce qu'il se passe trois phénomènes. Il y a celui que tout le monde a appris au lycée, le 19e siècle, c'est le siècle des nations. Ensuite, il y a cette question d'une première globalisation économique et démographique, effectivement à un rythme tout à fait accéléré. Et puis il y a la question de la colonisation. Ne pas oublier qu'avant la Première Guerre mondiale, il y a un tiers des terres émergées dans le monde, hein, un tiers des terres, disons, qui sont sous la férule des Européens. Hein, on a colonisé le tiers de la planète. Donc c'est la concordance entre ces trois phénomènes qui va créer des dynamiques, qui va créer des complexités pour organiser cette société industrielle où les gens sont remplaçables. Le mot immigration, effectivement, vous pouvez faire venir des travailleurs, où en même temps il y a des réclamations politiques, etc. Donc on est sur ce contexte-là, dans le 19e, quand on regarde rapidement, je crois qu'on peut le comprendre aisément voilà, par les mots. Il y a évidemment des idées qui sont tout à fait antérieures. Quand, à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, on pose l'idée qu'une goutte de sang noir fait que vous êtes noir, par exemple, sur les questions de l'organisation raciale, ça fait que souvent en France, par exemple, quand Obama était président, vous savez pourquoi on dit que c'est un métis? Puisqu'il y a un de ses parents qui est blanc et un de ses parents qui est noir. Il est ni blanc ni noir, ça c'est une pensée française. Une goutte de sang vaut le fait d'être noir. Si vous remontez dans le temps, c'est au 9e siècle, Isidore de Séville, qui pose cette règle que tout le monde connaît à propos du Moyen-Âge, c'est qu'effectivement, une goutte de sang vous attire au rang le plus bas. C'est la question des bâtards au Moyen-Âge, tout le monde le connaît, au moins en ayant regardé Game of Thrones. Si vous avez un noble à roturier, effectivement, qui s'accouple et que ça donne un enfant, ça sera un roturier, jamais un noble. C'est une règle de droit médiéval fixée au 9e siècle. On la retrouve au 19e siècle sur les questions raciales, de manière très structurée. Antisémitisme, antijudaïsme, je faisais la différence avec William Marr. La première législation raciste faite dans le monde, qu'on peut considérer comme une première législation raciste avant le terme, c'est évidemment la limpieza de sangre en Espagne, avec ce système qui fait qu'on compte vos quarts d'ascendance juive, etc. Même si vous êtes converti, il s'agit de savoir quels sont le nombre de vos ascendants qui vous ont apporté du sang juif pour vous positionner. C'est évidemment à ce moment-là un premier marqueur, une première législation raciste, peut-on dire. Alors, notre extrême droite, à la fin du 19e, elle est encore dans l'état des années 1820, quelque part, largement, au départ. On va beaucoup y trouver un courant royaliste. Mais il se passe d'autres choses. Il se passe bien évidemment la défaite de la France. Vous allez voir que la France compte dans un certain nombre de cas dans cette histoire. La défaite de la France face à l'Allemagne. Et, vous vous souvenez sans doute, ça provoque un phénomène politique avec le général Boulanger, qu'on va appeler le général Revanche. C'est ce nationalisme de la revanche qui fait que le nationalisme qui était à gauche au XVIIIe, lors de la Révolution française, passe à droite.
et qu'on va trouver autour du général Boulanger, effectivement, un agglomérat, et que va se former pour la première fois ce qu'on appelle le courant national populiste. Le courant national populiste, le type qui l'incarnait chimiquement, parfaitement, extrêmement bien, c'était Jean-Marie Le Pen. Il le représente magnifiquement. Et c'est quoi le national-populisme? C'est penser que, là aussi les institutions sont décadentes, qu'il faut y remettre de l'ordre, évidemment, que les élites sont trop corrompues pour y arriver, que donc c'est du peuple que va surgir quelqu'un, qui doit être un président fort, qui dirige par-delà les corps intermédiaires, par-delà les corps constitués, à travers ce que l'extrême droite de la fin du XIXe siècle appelait la république référendaire. On dirige à coup de référendum en parlant directement avec le peuple, et ça c'est une chose qu'on va retrouver dans le programme du Front National aussi, dans la pensée de Jean-Marie Le Pen, etc. Et qui vous remontre une fois de plus que de ramener uniquement la question de l'extrême droite à la question effectivement des États totalitaires est décidément un non-sens historique tout à fait important. Mais cette extrême droite, elle connaît une mutation absolument essentielle et absolument centrale après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, on va voir émerger ce qu'on peut appeler l'extrême droite radicale. Alors, tous les courants d'extrême droite ont deux grands points communs. Vous prenez tous les courants d'extrême droite dans n'importe quel pays du monde, à n'importe quelle période du monde, qu'ils prennent un État totalitaire, qu'ils reconnaissent le système démocratique, tout ce que vous voulez, ils ont deux points communs qui vous permettent de définir le champ. À l'intérieur, ils veulent une société qu'on appelle organiciste. L'organicisme, c'est le fait de vous représenter la société comme un corps, avec l'unité d'un corps. Donc, le chef, la tête, évidemment, elle reste là. On refuse la lutte des classes, les bras restent soudés au corps. Vous refusez l'intrusion d'un corps étranger parce que c'est des métastases et qu'à la fin tout le corps meurt. On est sur cette métaphore biologique de la société qu'il s'agit de régénérer. On considère que ce corps est en décomposition, il faut le régénérer, si vous voulez. C'est l'organicisme, et là-dessus, vous prenez n'importe quel texte, vous prenez un fasciste d'il y a un siècle, ou vous téléchargez les PDF de Marine Le Pen, qui est une démocrate au nom du quitus, mais vous téléchargez les PDF de ses bouquins légalement sur son site, vous aurez tout le long des deux livres qu'elle a fait des conceptions organicistes et des métaphores organicistes. C'est pas vous, c'est pas moi qui avons écrit ces livres, c'est son choix, c'est sa représentation politique. Ça, c'est pour l'intérieur. Pour l'extérieur, tous les courants d'extrême droite ont en commun de vouloir une révision de l'ordre géopolitique tel qu'il est. Un changement des relations internationales d'une manière extrêmement puissante. Pour l'entre-deux-guerres avec les nazis et le traité de Versailles, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais si vous regardez dans la précédente législature du Parlement européen, le groupe qui rassemblait les eurodéputés d'extrême droite et un groupe où les gens votent peu ensemble, c'est-à-dire quand on compare par exemple dans le groupe socialiste, dans le groupe populaire de droite, etc., où les députés français, belges, italiens vont avoir tendance à voter beaucoup plus de la même manière que les autres députés ensemble, sauf sur les questions géopolitiques, sauf sur les questions du rapport avec la Russie, où là, tout d'un coup d'un seul, tous les eurodéputés d'extrême droite votent de manière beaucoup plus cohérente entre eux, parce que c'est conforme idéologiquement. C'est pas que des questions d'argent. On résume parfois ça, c'est pas vrai. Alors notre extrême droite, c'est pour tous nos extrêmes droites radicales, tous nos extrêmes droites. Mais à l'intérieur, ce qui apparaît après 1918, c'est l'extrême droite radicale. Cette extrême droite radicale, elle ne considère pas que c'est avec des élections qu'on va finir de résoudre les choses. Elle refuse tout ce qui vient du libéralisme du XIXe siècle. Et elle veut forger un homme nouveau. Ça va être, bien évidemment, les cas les plus connus, le fascisme en Italie, le national-socialisme en Allemagne, mais il y a plein d'autres courants, il y a plein d'autres structures également dans ces pays-là. Il y a un courant qu'on appelle le national-bolchevisme, par exemple en Allemagne. Il y a Julius Evola en Italie, qui est un penseur qui voit le fascisme vu de droite, qui considère, tous ces courants-là considèrent que les Mussolini ou Hitler sont des gens beaucoup trop libéraux encore à leur goût, et ils veulent aller beaucoup plus loin encore. Alors ceux-là, évidemment, étaient déjà des membres de l'extrême droite radicale. Alors, ça, c'est les deux très grandes familles sur lesquelles on va en être. Quand dans les médias on parle d'ultra-droite, c'est une formule qui s'est instaurée après 1994, parce que vous avez une réforme des renseignements généraux qui est faite à ce moment-là, où on demande aux renseignements généraux de ne plus surveiller les partis politiques et les mouvements politiques, au nom de la démocratie. Résultat, les renseignements généraux qui ont besoin de faire un travail de police, sérieux, disent oui, ok, d'accord les gars, mais il y a tout de même des gens dangereux, il y a des activistes, il y a des terroristes, donc on ne travaille plus sur l'extrême. L'extrême, c'est ce qui est légal, ce sont des partis légaux. On travaille sur l'ultra, les gens qui représentent un risque de passage à l'action violente. Et cette expression d'ultra-droite qu'utilisent les services de police va un peu partir au niveau journalistique de manière un petit peu confuse avec les années,
effectivement, et ne plus concerner cette action. Alors que, bien évidemment, vous pouvez vouloir un homme nouveau, vous pouvez être fasciste et vouloir un homme nouveau, et vous contenter de collectionner des timbres et être un mec très calme, très tranquille, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Ce sont vos idées. Vous pouvez être un radical sans être un ultra. De même, vous pouvez être un modéré de l'extrême droite au niveau idéologique et considérer qu'il faut poser des bombes. Ça s'est vu un certain nombre de fois dans les dernières années, et puis même jadis. On pourra regarder l'Algérie, etc. Donc, voilà, il y a ces problèmes-là de vocabulaire qui plus est aujourd'hui dans l'usage courant. Alors, l'extrême droite radicale, vous le voyez, dès qu'on en parle, forcément, on prend les exemples italiens, allemands, parce que c'est les grands succès. Mais ça ne suffit pas à finir notre phénomène, et en France, en particulier, alors pour le mettre plein écran, pour vous donner une idée là-dessus, en France, on a une structure très différente de l'extrême droite radicale par rapport à l'Italie, à l'Allemagne. Donc il faut un peu sortir ces exemples de la tête. Voici les effectifs des ligues faits en mai 36. Vous vous souvenez, il y a le 6 février 34, il y a des émeutes, etc. On commence à parler d'un dispositif pour pouvoir dissoudre les mouvements politiques de manière beaucoup plus simple que ce qui existait jadis. Ça nous amène à la loi du 10 janvier 36. Et ça, c'est un état des effectifs des mouvements d'extrême droite fait en mai 36 par les services de la préfecture de police de Paris. Qu'est-ce qu'on observe? Évidemment, une disproportion entre les mouvements, ça c'est évident. Ce qu'on observe surtout, c'est qu'ici, nos croix de feu, les croix de feu, c'est la droite radicalisée, c'est les mous, là-dedans, si vous voulez, pour caricaturer les choses, sont hégémoniques, de manière extrêmement claire. Là-dedans, les seuls qu'on peut traiter de fascistes, c'est les francistes de Marcel-Bucard. Vous voyez la disproportion de manière tout à fait évidente. Si je fais le total de tous ces militants, de tous ces mouvements, j'arrive à quelque chose d'extrêmement réduit, j'arrive à une proportion de 5,5% de la population active française de l'époque. Et si donc dedans, je fais le pourcentage des fascistes à l'intérieur de ces 5,5%, je suis à 0,5% de 5,5% de la population. On a un produit fasciste qui ne prend pas du tout de la même manière en France, de manière extrêmement claire. Pour mémoire, je vous rappelle que le Parti national-socialiste en Allemagne, à la fin, c'est 8 millions de membres. On n'est pas dans le groupuscule. En France, on va toujours avoir quelque chose de très particulier, qui est qu'on ne va jamais avoir un grand parti pyramidal de masse pour le fascisme. On va avoir, au contraire, des réseaux de groupuscules, essentiellement. Et alors, je dis fasciste, tout à l'heure je dis qu'il fallait définir les mots, je mettais là, au sein de l'extrême droite radicale, c'est important. Qu'est-ce que c'est qu'un fasciste? Surtout quand on est de gauche, on a un peu tendance à traiter tout le monde de fasciste. Alors, reposons-nous 2 secondes sur le sens des mots. Un fasciste, tout à l'heure je disais, il y a un critère pour l'extrême droite à l'intérieur, un critère à l'extérieur, pour la société, pour l'ordre international. Vous êtes un fasciste. Si vous avez un fascisme, si vous avez un parti milice, qui veut créer un homme nouveau, puisqu'on est dans l'extrême droite radicale, donc un parti milice, il y a l'usage de la violence, parti milice. Créer un homme nouveau par un État totalitaire à l'intérieur, là on passe directement à l'État totalitaire, au niveau de l'organicisme, et par une guerre impérialiste à l'extérieur. Le changement d'ordre géopolitique, il passe par la guerre impérialiste. Si je regarde dans l'Europe actuelle, Aube dorée, en Grèce, coche toutes les cases. Je peux très tranquillement, très prosaïquement, très objectivement, dire qu'Aube dorée est un mouvement fasciste. Bien évidemment, si je prends une bonne partie des mouvements populistes qui existent en Europe, je vais bien voir Marine Le Pen, vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais l'homme nouveau, c'est pas son trip. L'État totalitaire, c'est pas vraiment son trip non plus. La guerre impérialiste, ça se saurait quand même depuis le temps que le Front National existe. Bref, on n'est pas chez les fascistes, on est sur d'autres courants politiques. Alors, ça nous amène justement à la question 36, la question de la maîtrise de ces mouvements, voire ça nous permet aussi de poser la définition de la radicalité. Je vais accélérer un petit peu ensuite. On a en France un immense avantage, sur les réseaux sociaux, sur les espaces médiatiques, on passe notre temps à avoir des gens qui s'engueulent sur les mots et sur la question de radicalité. Est-ce que tel mouvement est radical? Ah, mais non, on dit ça pour les empêcher de parler, c'est politiquement correct, etc. Et en même temps qu'on a un débat hystérique depuis des années, le mot de radicalité s'impose à l'échelle internationale après les attentats de Madrid en 2004. En même temps qu'on a ce débat-là incessant, on oublie qu'on a un instrument sur lequel personne ne débat, qui est la loi du 10 janvier 1936.
La loi du 10 janvier 1936 qui permet donc au gouvernement d'interdire un mouvement politique. Il n'y a aujourd'hui aucun parti politique en France qui demande ni sa révision ni son abrogation. Nous avons donc un instrument de droit qui a près d'un siècle, sur lequel il y a un accord de toutes les forces politiques pour dire c'est la norme qui définit ce qui n'est pas acceptable dans notre vie politique et qu'un gouvernement peut interdire. C'est évidemment la norme qui définit la radicalité par un processus de droit dans un État démocratique. Il suffit de prendre la loi de 36. La loi de 36, vous le voyez, la radicalité idéologique qui peut vous valoir interdiction dans notre pays, c'est l'atteinte à la forme républicaine de gouvernement, l'atteinte à l'intégrité du territoire, l'existence de liens avec la collaboration ou sa réhabilitation, l'incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence. Au niveau des idées, non, toutes les idées ne sont pas permises en France, elles peuvent valoir interdiction. Au niveau des pratiques militantes, les manifestations armées, les pratiques paramilitaires, le terrorisme. Voilà, c'est ça la radicalité. Et ensuite, dans la pratique de cette loi, si je prends que... Donc c'est pris à la base, ce dispositif, contre l'extrême droite, mais ça reste aujourd'hui encore, effectivement, vous voyez la cible essentielle, puisque sur les groupes dissous de la Ve République, c'est 53%, hein, contre 27% pour les séparatistes et 20% pour la gauche, ça reste donc absolument l'essentiel. On était là en 1936, bien voir quand on veut comprendre les évolutions de l'extrême droite en France et ses spécificités. Vichy a une particularité dans les dictatures, puisque là aussi on a un peu tout en tas. Vichy est une dictature avec un pluralisme démocratique à travers la pluralité des partis politiques. Il y a 88 partis politiques sous Vichy. Ce n'est pas une dictature à parti unique. Alors ces 88 partis politiques sont d'extrême droite. Hein, vous choisissez dans vos nuances. Ça, on vous a dit que c'était une dictature quand même, pas... Mais c'est pas la même chose que dictature à parti unique. Alors c'est intéressant, si on se dit, vous avez un très grand choix. Vous imaginez, je sais pas, vous êtes plutôt anti-franc-maçon, vous avez un mouvement pour ça, vous êtes plutôt antisémite, vous avez un mouvement pour ça, etc. Vous avez le choix, vous voyez. Ça permet de voir un petit peu les passions. Et ce qu'on observe, c'est, regardez, donc en orange, on est en 41 sur les effectifs, en jaune on est en 42, en vert on est en 44, et on rentre comme ça en profondeur dans le temps. Ici, c'est ceux de tout à l'heure, qui ont changé de nom. Après 42, on va avoir des soucis parce que la question de la résistance, etc. Donc on les a là. Vous voyez que ça, on reste chez les modérés. C'est surtout cette droite radicalisée qui en fait a un énorme impact dans la population française. Et puis, dans toute la floraison des mouvements radicaux qu'on a, on est sur des instances beaucoup plus faibles. Parmi les plus célèbres, le Parti populaire français de Jacques Doriot. Vous voyez qu'on est quand même sur des niveaux tout à fait bas. Et si je prends les plus nazis de la bande là-dedans, ceux qui sont des nazis, vraiment, franchement, c'est les jeunes de l'Europe nouvelle là-dedans. On est sur des effectifs, vous voyez, qui demeurent tout à fait dérisoires. Hein. C'est pas une structure politique très, très marquante. Et ces jeunes de l'Europe nouvelle, c'est intéressant quand on compare les cartes, à gauche, c'est leurs implantations. C'est quand vous regardez, quand vous lisez la presse des jeunes de l'Europe nouvelle de l'époque, c'est les endroits où ils disent on a des bureaux, vous pouvez venir nous voir pour venir adhérer. Ok? Ce que vous voyez très clairement quand vous regardez la France de l'époque, c'est que c'est complètement hétéronormé, c'est totalement marqué. On a la zone effectivement qui est rattachée à la Belgique, très clairement. Vous avez la zone sous influence italienne. On voit bien qu'il y a une particularité. Il y a une particularité évidemment du côté de la Bretagne. On va en parler un petit peu de la Bretagne parce que c'est un beau pays pour l'extrême droite. Il y a toujours eu des choses intéressantes chez vous. C'est vrai, il y a toujours eu des choses intéressantes avec, dès la Seconde Guerre mondiale, on commence à voir, par exemple, dans la presse de l'extrême droite radicale bretonne, la presse pronazie bretonne, tout un discours sur l'homme blanc qui commence à apparaître, sur la civilisation blanche. Il n'y a pas une idée moins nazie que celle de la suprématie blanche. Souvent, on met ça dans le même sac aujourd'hui, c'est un non-sens. Les Slaves, vous le savez, pour les nazis, étaient des sous-hommes. Hein, il n'y a aucune idée de l'unité blanche chez les cadres nazis, dans la pensée nazie. Alors après, la question, c'est qu'après, avec 1942, quand vous vous retrouvez avec un double front pour les nazis, vous avez l'explosion de la Waffen-SS. Hein, on a besoin de remplir la Waffen-SS de volontaires pour faire la guerre contre l'armée rouge. Résultat, en fait, à la fin, vous avez 900 000 Waffen-SS, il n'y en a plus que la moitié d'Allemands. Hein, et les autres, ça va être des Français, ça va être des Belges, etc., qui vont se porter volontaires.
Et donc là, on a tout un discours qui se met à passer à l'Europe, pour l'essentiel, et parce qu'évidemment, vous n'allez pas vendre à des Français, à des Belges, qui allaient se faire trouver la peau sur le front de l'Est, en leur disant que c'est pour le Reich grand allemand, donc c'est pour l'Europe. Et on a cette évolution idéologique. On a quelques petits bougés autour de la question blanche, mais on le voit bien, c'est plutôt dans des... par exemple, vous allez le voir dans la presse francophone de la SS. Là, effectivement, vous allez avoir des choses autour de l'homme blanc, d'Odin, autour de l'idée d'une internationale aryenne, avec le mot aryen qui commence à avoir une idée de blanchité, ce qui n'a aucun rapport normalement, et avec même l'idée qu'il y a des nazis avec qui on peut s'entendre, des antisémites, de l'autre côté de l'Atlantique. Le dernier article de Lucien Rebattet dans la presse SS, il finit en disant qu'il salue, bras tendus, tous les antisémites d'Argentine, des États-Unis, de France, d'Allemagne, etc. Il finit une longue liste comme ça. Il finit par Hitler, mort aux Juifs. Lui-même mourra bien plus tard, après une belle carrière de journaliste à valeur actuelle. Donc, c'est une pure mesquinerie. Mais elle me fait toujours du bien à dire. On va aller vers des idéologies qui confondent donc les questions, vous voyez, de l'arianité, de l'Europe et de la blanchité. On va avoir ce qu'on appelle des internationales noires qui vont même se constituer. Et par exemple, je vous en ai mis deux très différentes. Jeune Europe, qui est un mouvement à la base d'origine belge, qui naît de la décolonisation du Congo, qui a des idées très originales. Jeune Europe, c'est un État jacobin à dimension intercontinentale. Il y a des évolutions. En gros, à la fin, ça sera on prend un tiers de l'Afrique, toute l'Europe, toute l'Asie, avec un État jacobin. C'est-à-dire, pas de différence entre les ethnies, un État totalitaire, hein, par contre, etc. Mais on fait à tout cet espace-là, cette grande Eurasie, ce que la France a fait à ces régions. On constituera un système tout à fait unificateur. En fait, quand vous regardez leur carte, on voit bien, ça c'est les implantations des sections de Jeune Europe à gauche. Vous voyez bien qu'il y a le Canada, qu'il y a une bonne partie de l'Amérique du Sud, qu'il y a l'Afrique du Sud, qu'il y a l'Australie, qu'il y a une bonne partie de l'Europe. On est sur une question qui effectivement confond l'Europe et la blanchité, hein, assez clairement. Alors c'est une histoire super intéressante, Jeune Europe, parce qu'il y a des anciens collabos dedans, il y a plein de trucs, c'est très très rigolo. Et c'est vraiment très chouette comme histoire, avec des procès tout à fait originales, et qui ont un grand intérêt, qui vous montre que dans les confusions qu'il y a souvent aujourd'hui, il y a des confusions qui se font entre souverainisme et extrême droite. Le projet de Jeune Europe est un des projets les plus avant-gardistes et les plus poussés si on est européiste. Ces gens parlent quand même d'un système juridique unique, d'une nationalité unique, avec des droits uniques, à une échelle intercontinentale même. Donc on ne peut pas dire que ce soit des souverainistes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors ils vont avoir une scission qui elle va être euro-régionaliste, ça va être une des grandes idées qui va en faire des discours, des débats sur l'extrême droite radicale. Est-ce qu'on veut une Europe des régions, des nations, ou unie, avec l'idée d'une Europe de régions, où en fait vous auriez la Bretagne, le Pays Basque, etc., tout ça qui serait fédéré, on fédérerait les ethnies à l'échelle continentale. Et de l'autre côté, la UNS, c'est l'Union mondiale des nationaux socialistes, c'est d'origine, c'est une alliance entre Américains et Anglais au départ, c'est un néonazisme tout à fait folklorique, mais qui là aussi va mettre en avant une confusion entre l'idée de blanchité telle qu'elle a été pensée aux États-Unis. Alors, on pourra signaler que Rosenberg, le grand théoricien du parti nazi, trouvait que le Ku Klux Klan c'était un premier pas dans l'hygiène raciale, que c'était pas assez, bien évidemment, nanani nana, mais que c'était un premier pas de penser dans l'hygiène raciale, c'est vrai. Et là, on a des gens qui effectivement font une espèce de néonazisme folklorique, mais c'est chez eux, par exemple, qu'on va se mettre à développer un certain nombre de thèmes qu'on retrouve chez différents terroristes de ces dernières années, par exemple le terroriste à Pittsburgh, etc., qui reprenaient des thèmes et des termes qui venaient de ces milieux-là. Mais là, vous voyez, ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, c'est une mondialisation. Une mondialisation de l'extrême droite radicale. Cette idée de la blanchité, cette idée-là est une idée mondialiste, si vous me permettez la formule, et elle agit comme telle avec des organisations qui effectivement sont à échelle planétarisée. En France, on a d'autres choses, vite fait, juste pour vous dire, quand on parle des parallèles, M. Éric Zemmour a fait énormément de parallèles depuis les attentats de 2015 pour dire qu'on était dans la même situation que la guerre d'Algérie et que les attentats de 2015 étaient la troisième mi-temps de la guerre d'Algérie et que ça allait aboutir à la même chose, au déclenchement d'une guerre interethnique sur le territoire français. Quand on s'intéresse à ça, juste une chose, par exemple, le mouvement le plus célèbre de la radicalité de droite à la fin des années 50 ou début des années 60, c'est Jeunes Nations.
Ça, c'est des stats faites sur le fichier militant de Jeunes Nations. Alors, les fiches à l'époque ne mentionnent pas le sexe. Les prénoms épicènes, c'est des prénoms comme Dominique, qui peuvent être des deux sexes. Donc moi, j'en sais rien. Quand il y a un Dominique, c'est noté prénom épicène. Vous voyez que c'est une portion congrue. Les prénoms féminins, c'est une portion tout à fait minime. Tout ça, ce sont les hommes. Hein, vous voyez qu'on est dans une extrême droite qui est totalement masculine à l'époque. Et ça, c'est leur date de naissance avec le nombre de militants. C'est-à-dire que quand on fait un parallèle avec la guerre d'Algérie, là on est en 61, c'est un fichier qui est fait après la tentative de coup d'État d'avril 61 par les services de renseignement français. Les jeunes hommes qu'on a là, qui passent à la radicalité, ils ont fait leur service militaire, leur père a fait la Seconde Guerre mondiale, leur grand-père a fait la Première Guerre mondiale. C'est pas, d'abord, donc ils savent eux-mêmes manier des armes, mais mentalement, bien évidemment, c'est pas du tout la même chose. Il y a bien cette idée que la guerre se transmet de génération en génération et que chaque homme doit connaître, chaque génération d'hommes doit connaître sa guerre. Les parallèles qui sont un peu rapidement faits sont un petit peu maladroits. Comment on va sortir des difficultés de l'extrême droite des années 60 ? Le mouvement, le parti du Front National n'a pas été créé par Jean-Marie Le Pen. Il a été créé par le mouvement Ordre Nouveau, qui décide de créer le Front National à son congrès de 1972. Ordre Nouveau est un mouvement qui se reconnaît, gagnant du temps, c'est une qualité, qui se reconnaît comme fasciste. On gagne du temps. Abrogation des partis politiques, du suffrage universel, interdiction des syndicats, interdiction de l'héritage, les biens doivent revenir à l'État. On est sur un mouvement fasciste qui s'assume comme tel. Le mouvement Ordre Nouveau a été créé dans différentes circonstances compliquées post-68. Il décide au départ de se constituer par la violence, de manière publicitaire, pour ramasser tous les petits militants, tous les petits groupuscules, montrer qu'ils sont les plus efficaces pour éviter un nouveau mai 68. Or, cette stratégie, là aussi, on est toujours sur des sources de police, mais qui là s'appuie sur des sources internes, vous le voyez, fonctionne extrêmement bien, on a une explosion des effectifs très rapide. Ordre Nouveau, en 1971, arrive à 2300 militants, selon ces données internes, à une époque où les services de renseignement français considèrent qu'il y a 2500 activistes d'extrême droite en France. Ils ont l'hégémonie, ils ont rassemblé tout le monde, et ça, c'est lors du vote de la création du Front National, les sections d'Ordre Nouveau, vous voyez qu'on a quand même un mouvement qui s'est bien étendu dans le pays, même si on retrouve quelque chose qui nous rappelle une géographie structurelle de l'extrême droite radicale en France. L'extrême droite radicale en France, au niveau des implantations, ce qui se passe, là où c'est intéressant, le cœur, c'est le couloir rhodanien. Vous partez de Lyon, vous allez à Marseille, vous allez à Nice. Ordre Nouveau vous dit, notre deuxième section après Paris, c'est Nice. Mais le Parti populaire français de Jacques Doriot, avant la Seconde Guerre mondiale, dit, notre deuxième section, c'est Nice aussi. Cette zone-là, c'est le cœur de l'extrême droite. Paris, bien sûr, l'extrémité septentrionale, les Flandres françaises, et puis, du côté de Nantes. Du côté de Nantes, il se passe toujours des choses au niveau de l'extrême droite radicale. C'est un endroit où il y a toujours eu des brochures intéressantes, où il y a toujours des mouvements, il y a de l'action aussi, régulièrement. Dans la base de données sur les violences politiques, on en a régulièrement évidemment de ce côté-ci, et c'est tout à fait important. C'est des zones qui sont des zones tout à fait particulières. Les succès du Front National au bout de quelques années vont se faire sur la question du national-populisme. Ça va transformer l'ensemble de l'économie de l'extrême droite. Ça, c'est une estimation des effectifs de l'extrême droite, toujours fait par les services de renseignement français. Alors, bien voir qu'ils se trompent, néanmoins. Ils surestiment très largement les groupes. Selon les services de renseignement français, il y a à ce moment-là 700 personnes à troisième voie. Quand on regarde le fichier interne de troisième voie, en fait, ils sont à 250 de mémoire à cette date. Donc, ils surestiment la taille des groupes. Mais on voit bien qu'il se passe des choses intéressantes, c'est qu'une fois de plus, conformément à 36, conformément à Vichy, conformément à tout le temps, c'est les modérés qui attirent les gens, c'est les modérés qui font le bloc. Chez les radicaux, il y a une innovation qui est tout à fait importante. Alors, bon, ici c'est des néofascistes, ici c'est des néo-nazis, les skinheads, qui sont plutôt d'obédience néo-nazis, hein, et ici c'est aussi des groupuscules néo-nazis. Les skinheads, le phénomène a été importé de manière très récente. Les premières actions violentes, le premier fanzine, je l'ai, il est de quelle date? Il est de 85, le premier fanzine skinhead néo-nazi. Mais les premières violences relevées par des rapports de police, c'est de 84, les premières violences skinhead, et après on va avoir une explosion.
avec des particularités de la violence skinhead. C'est plus du tout la violence d'ordre nouveau. Ordre nouveau est dissous par l'État avec, selon la synthèse qui est faite par le cabinet du ministère de l'Intérieur, 82 actions violentes de rue. Mais c'est des actions, vous êtes une bande de militants trotskistes, en face il y a les militants d'ordre nouveau, on se retrouve, on se tape dessus à coups de barre de fer. Okay, la violence skinhead qui va arriver là n'est plus du tout la même. Dans la violence skinhead, on peut se mettre à 10 contre une femme au sol. Ça ne pose pas un problème. Et en général, c'est une violence uniquement raciale. Je ne sais plus si je vous ai mis des données là-dessus. Ouais, je vous en ai mis. Ça vite fait. Un comparatif, alors ça, c'est des travaux que je mène sur les questions internationales. C'est des travaux que je fais depuis 2015 avec l'Université de Washington sur l'internationalisation de l'extrême droite. Et là, c'est des données, c'est un travail qu'on fait pour un programme qui s'appelle Vioramil, Violence et radicalité militante de l'Agence nationale de la recherche. Ça, on est toujours sur les corpus d'archives des services de renseignement français. Et en les reprenant, là, de 76 à 88, on comprend bien l'évolution, en fait, de la violence politique en France et de l'extrême droite. Primo, vous voyez, votre extrême droite, elle est ici. Alors, d'abord, vous voyez les deux, en haut, c'est le total, pour ceux qui ne verraient pas très bien. La ligne tout en haut, c'est le total. La ligne verte en dessous, c'est les Corses. Donc les Corses, vous voyez, ils représentent une partie absolument essentielle. Notre extrême droite, ici, vous le voyez, elle passe devant l'extrême gauche à partir de 82. On a un effondrement de l'extrême gauche, ici il ne reste plus qu'une douzaine de cas par an, et une extrême droite qui varie, mais qui donc se situe au-dessus. Ça va remonter dans ce siècle-ci, hein, l'extrême gauche va repasser devant l'extrême droite de manière tout à fait puissante. Mais en même temps qu'il y a ce phénomène, à la même date, en 1982, on a une transformation des cibles de cette violence. Alors, la nomenclature que je vous ai mis, immigré, c'est parce que c'est le terme qu'utilisent dans les rapports les services de police. Moi, je ne vais pas dénaturer de la source. Je ne crois pas une seule seconde que ces totaux-là soient basés sur des immigrés. Immigré, ça veut dire qu'il faut lui demander à la personne ses papiers. Moi, j'ai jamais entendu parler d'une bande de skinheads à train de dire pardonnez-moi, est-ce que vous pourriez me montrer vos papiers? Ça ne se passe pas comme ça, évidemment. C'est de la violence raciale, hein, c'est de la violence qui se déclare sur la vue des gens. Les immigrés, ici, l'explosion de violence qu'on a dans les années 79-80, il y a 50 attentats explosifs faits par les néo-nazis en 1979 en France, c'est une explosion de violence qui vise les juifs. C'est une explosion de violence antisémite. Ça s'arrête. Ensuite, vous avez et c'était couplé, vous le voyez, hein, c'est les juifs et la gauche. Donc c'est logique, c'est des néo-nazis, c'est le judo-bolchevisme leur ennemi après tout. Ils tapent sur les communistes et sur les juifs. Mais ça va s'écrouler totalement, et ce qu'on va voir exploser à partir de 82, c'est la violence donc contre les immigrés. Et c'est cette question ethnique qui va reformuler toutes les extrêmes droites d'une manière extrêmement claire. 82, c'est aussi le premier succès du Front National dans des élections municipales partielles, et on va bien avoir autour de cette question de la présence immigrée ou des descendants d'immigrés en France, toute une reformulation de l'ensemble des extrêmes droites qui, nous sommes juste après l'attentat de Hanau, comprenez pourquoi j'assiste un tout petit peu sur ces questions-là, hein, sur les questions de la violence, on serait vu il y a 2 mois, je ne l'aurais peut-être pas fait comme ça, hein. Mais là j'avais un peu envie, ça doit bien évidemment être aussi remis en perspective. Si vous faites les données, ou si vous récupérez tout simplement les données d'Europol, que vous lisez les rapports d'Europol, vous le voyez sur les évolutions, aujourd'hui, raison gardée, on a un très sérieux problème de violence d'extrême droite, mais qui, si on compare à l'échelle européenne sur l'ensemble des violences, n'est toujours pas aujourd'hui, bien évidemment, la menace numéro 1 sur les libertés civiles. Ceci pour la partie radicale. Je voudrais finir, parce qu'on est en période municipale, sur les raisons, et en tous les cas quelques éléments dont on ne parle pas en règle générale, sur la structure des succès du Front National. Tout d'abord, comprendre qu'il y a eu une mutation du FN, et bien évidemment, dans les années 2000. Elle commence en fait le 1er mai 2002. Une partie de la direction du Front National, le 1er mai 2002, regarde dans ses télés le million de Français qui manifestent contre sa présence au second tour de la présidentielle. Et c'est le moment où une partie des cadres du Front National, dont Louis Ayot, qui a de bonnes chances cette année de gagner la mairie de Perpignan, hein, qui sera la plus grande ville dans ce cas gérée par le Front National, c'est une ville de plus de 100 000 habitants, qui est un moteur là-dessus, arrive grâce à ça à pouvoir, et militer pour un certain nombre d'entre eux pour ça depuis des années, à dire il faut qu'on fasse notre révolution intérieure. Il faut qu'on change plein de choses parce qu'on ne peut pas y arriver avec l'image déplorable que l'on a.
On a aussi un contexte particulier. Vous savez, le national-populisme, il naît de la guerre de 1870. Le fascisme, il naît de la Première Guerre mondiale. Le néofascisme, il naît du Front de l'Est. L'idée du nationalisme blanc, etc., c'est du Front de l'Est. Vous l'avez vu, c'est à chaque fois, dans une crise géopolitique, qu'on a une mutation de l'extrême droite. On en a une très claire après le 11 septembre 2001. Après le 11 septembre 2001, il y a ce que justement, avec mon ami Jean-Yves Camus, on a appelé la mutation néo-populiste de l'extrême droite européenne. Ça commence en Hollande, avec ce discours qui va se diffuser dans toute l'Europe, et qu'on connaît bien maintenant, qui est de dire, primo, nous ne vous proposons pas un changement de cadre institutionnel, nous sommes un cadre institutionnel constant. Les plus vieux parmi nous, on se rappelle que Jean-Marie Le Pen, quand il se présentait aux élections présidentielles, c'était en avant pour la 6ème République, il y avait toujours cette promesse qu'on allait changer de République, qu'on allait changer d'institution. Sa fille, à la dernière élection présidentielle, son slogan, c'était « remettre la France en ordre en 5 ans ». Sous-entendu, dans 5 ans, je vous rends les clés de la 5ème République et je m'en vais. Il n'y a aucune inquiétude quant au fait que je m'en vais en vous laissant les mêmes institutions dans le même État. C'est une proposition de gouvernance différente, mais pas une proposition d'État différent. Ce qui est évidemment une manière de faire rupture avec le souvenir des États d'extrême droite qu'on a connus au XXe siècle. Et puis, l'autre élément évidemment absolument essentiel de cette mutation, et bien plus encore, c'est de dire non seulement on n'est pas là pour faire des États totalitaires, mais c'est nous qui défendons les libertés des Juifs, des femmes, des gays, contre le nouveau totalitarisme que serait l'islamisme, le nouveau fascisme que serait l'islamisme, et qui est porté par les populations d'origine immigrée. Ça va être ça, ce produit néo-populiste, qui va très bien marcher dans toute l'Europe après le 11 septembre 2001, et qui donc correspond à cette structure au long cours de mutation de l'extrême droite. Depuis le 19e siècle, ça marche comme ça. Alors, avec ce produit-là, en 2014, c'était intéressant parce que Alliot était déjà à Perpignan, était la seule liste où le Front National était arrivé en tête au premier tour dans une ville de plus de 100 000 habitants. C'était le seul cas. Donc on avait étudié un petit peu à fond avec Jérôme Fourquet et Sylvain Minternac et on a remis ça là pour cette année, on a refait une étude. Regardez un petit peu, il y a des choses que je trouve tout à fait intéressantes pour comprendre comment ça marche l'extrême droite. On a mis sur ce tableau-là différentes données. En haut, vous avez le vote au premier tour, ok, dans le bureau de vote. Donc vous voyez que les bureaux de vote où on arrive extrêmement haut, hein, 44%, il y a vraiment une très bonne réception de la liste. En bas, des bureaux de vote classés par le prix du foncier. Ici, c'est les quartiers les plus populaires, ici, les quartiers les plus riches. Ensuite, si vous regardez, ici, on a pris le fichier militant du Front National et on a regardé qu'est-ce que ça donnait. Est-ce que, quand il y a des militants du Front National dans mon quartier, on sait bien que les militants politiques, certains parmi vous, sans doute la carte d'un parti politique, d'une association, et vous n'allez pas coller tous les soirs. Vous ne tombez pas sur vos voisins sur le trottoir tous les soirs en train de leur dire, tu sais, il faut que tu votes pour machin. Mais néanmoins, sans doute, si parmi vous certains sont des militants, sans qu'ils enquiquinent leurs voisins tout le temps, on sait que vous êtes militants. Vous normalisez les choses dans votre territoire. On voulait voir si ça se diffusait, si ça comptait. Et ce qu'on s'est rendu compte d'abord, c'est que le ratio mathématique fonctionne, oui, même avec des militants qui effectivement ne sont pas forcément très actifs, plus il y a de militants dans une zone, plus ça fait voter fort. Mais un résultat, si on a classé avec le prix du foncier, c'est parce qu'évidemment ça nous intéressait. Et si on rend compte, on sait très bien qu'au niveau du Front National, le cœur électoral du FN, c'est le salariat des classes populaires du secteur privé. Et je trouve ça assez intéressant. Regardez ici, on va voir que c'est les classes moyennes paupérisées qui sont les plus militantes. Et ici, votre bureau de vote le plus cher de la ville, le vote FN est à 40%, vous n'avez aucune mixité ethnique, on ne peut pas nous raconter que c'est la France périphérique, des pauvres petits Français qui, eux, sont soumis à la pression de l'immigration, nanani, nana, il n'y en a pas. Il n'y a pas un type qui ne soit pas blanc. Là. Vous êtes dans un quartier où vous avez des dentistes, des architectes, ils sont tout blancs. On vote à 40% FN et on a 0 militant. Parce qu'effectivement, on ne veut pas entacher son capital social. C'est une chose d'aller voter FN dans l'isoloir, c'est une chose d'avoir les idées du Front National quand on est un grand bourgeois, c'est autre chose que d'aller s'afficher avec eux. Et c'est ça, bien évidemment, qui crée largement aussi des difficultés au Front National, mais qui, je crois, dit beaucoup de choses sur la place du FN dans notre société. Et globalement, pour faire vite fait,
parce que là, donc Perpignan, vous avez des reporters partout, on a fait cette étude là avec Jérôme Fourquet, on l'a mise en ligne, vous pouvez y accéder directement. Il y avait un dossier dans Le Point la semaine dernière qui était en kiosque jusqu'à hier, qu'on était tiré, mais là il n'y est plus. Mais si vous allez sur le site de la Chère Citoyenneté, si vous retenez le nom, Chère Citoyenneté, il y a l'étude qui est une étude de 80 pages dont j'ai extrait ces derniers graphes sur la ville, où on a voulu faire une étude pour pas attendre le soir du premier tour pour que tout le monde nous dise mais alors pourquoi, expliquez-nous, c'est le résultat, etc. Le vote FN dans une ville comme Perpignan, c'est comme ailleurs à Nantes, j'imagine que le Front National actuellement parle de sécurité. Hein, c'est le thème pour des élections municipales, surtout quand on est le FN. Alors, pareil, on a regardé, on a fait les stats, alors c'est des indicateurs, c'est pas les chiffres purs, vous récupérez, c'est d'après les données du ministère de l'Intérieur, mais la nomenclature du ministère de l'Intérieur est en 107 cas. Je les ai rassemblés pour faire des grandes classes, parce que les vols avec violence, par exemple, sont disséminés dans plein de sous-cas, selon où ça a été fait, etc. On s'en fiche pour que ce soit lisible. Et bien évidemment, il faut que les crimes et délits aient été déclarés, qu'il y ait eu un dépôt de plainte, pour qu'on puisse les intégrer statistiquement. Et ce qu'on voit, c'est pas inintéressant, c'est que le 2014, donc, lors de ce très beau premier tour du Front National, et il fait 45% au second tour, hein, avec la liste de gauche qui a fait Front Républicain, qui était qualifiée pour le second tour, mais qui décide toute seule de désister pour qu'il n'y ait plus que le candidat de droite, et donc il fait quand même 45%. Vous voyez très bien qu'en ce qui concerne, ici c'est les coups et blessures, et ici les vols avec violence, les 2 années précédant le dernier premier tour sont effectivement absolument extraordinaires pour le candidat d'extrême droite. Il est impossible de démontrer, évidemment, statistiquement, mathématiquement, que cette explosion sur ce territoire des coups et blessures, des vols avec violence, a nourri le vote FN. Mais enfin, ça se saurait quand même, si quand même une liste d'extrême droite pendant 2 élections, qu'on a explosion des violences sur son territoire, ça le faisait baisser. Et pour la prochaine, c'est intéressant, parce que ce qu'on voit, c'est qu'on a une très forte baisse de l'essentiel des items, une forte baisse générale, une belle baisse des vols sans violence, même une belle baisse des vols avec violence. Le problème, c'est qu'on n'a toujours aucune maîtrise de la montée des coups et blessures, et en bas, on a une augmentation des viols et des homicides. Donc, on a une très forte baisse générale, mais on a, sur les questions des atteintes aux personnes, des progressions. Et je crois que ça va être vraiment intéressant, c'est de voir dans l'imaginaire des gens ce que ça donne dans l'isoloir, parce que bien évidemment, les atteintes aux personnes, si on vous dit qu'il y a une baisse générale, mais que vous êtes fait casser la tête, votre fils s'est fait casser la tête, n'importe qui, etc., 2 jours avant, vous n'en avez pas la même perception. Comment comprendre aussi ces dynamiques de vote? On s'est amusé avec Jérôme Fourquet et Sylvain Maternac à regarder sur la ville de Perpignan, ça c'est le bureau de vote de Perpignan, et dessus, plus c'est foncé, plus il y a de gens qui sont nés en France métropolitaine et dans d'autres départements. Ok? Des gens, des Français, hein, venant de la métropole, mais qui par exemple sont nés à Nantes, voilà, et qui sont venus s'installer à Perpignan. Ça représente la moitié de l'électorat. Ok? Il y a à peu près 2 moitiés. Une moitié natif, nés dans le département, une moitié extérieure. Et regardez les proportions dans un bureau de vote où vous avez moins de 40% de gens qui viennent de l'extérieur, vous avez 40% de vote FN aux européennes et 12% pour la République En Marche. Et on s'approche uniquement en arrivant à plus de 60%. Vous avez, et là ici, c'est la présidentielle, ici c'est un bureau de vote qui est majoritairement fait qu'avec des gens du département. Ici, vous avez Marine Le Pen, ici Jean-Luc Mélenchon. Et vous arrivez là aussi, vous redescendez uniquement quand vous arrivez sur les extérieurs. On a aujourd'hui dans les territoires français une sociologie qui est beaucoup plus complexe que celle qu'on nous dit, avec des questions même qui sont internes au jeu de la population française. Dans cette ville-là, donc la ville qui va peut-être tomber depuis 100 000 habitants en main du FN, vous avez 2 électorats complètement différents. Un électorat natif et un électorat qui vient des autres départements. Et c'est celui-ci qui commence à ressembler, qui ressemble un petit peu à l'électorat national. On va voter Macron, Fillon, etc. Même si là aussi, il y a des structures qui sont un peu compliquées, sur lesquelles je vous passe. Et en gros, sur cette ville, donc avec laquelle je finis, parce que ça c'est la carte de 2014, avec les bureaux de vote. Si vous avez observé que ce n'est pas le même découpage, c'est normal, ils ont changé entre-temps. Plus c'est foncé, plus il y a un vote fort pour le Front National, tout simplement. Tous les petits points que vous voyez marqués dans les zones, parce qu'on ne voit pas très bien, je suis désolé, tous les petits points que vous voyez marqués dans les zones les plus claires, ce sont les cités HLM,
où on a observé la liste électorale. Vous savez, sur la liste électorale, vous voyez d'où les gens naissent. Alors avec ça, on a regardé, puis vous avez les noms, les prénoms. Donc avec ça, on a calculé les pieds noirs, on a calculé les gitans, on a calculé les gens d'origine arabe, etc. Histoire d'essayer de voir. Ce qu'on observe, c'est que très clairement, ces quartiers-là, qui sont des quartiers paupérisés, il y a 27% de la population qui vit dans les quartiers prioritaires de la ville, 32% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, 43% de la population sous le seuil de pauvreté chez les moins de 35 ans. Toutes ces zones-là, elles concentrent tout. Et effectivement, elles font un barrage complet au Front National. Et c'est les autres zones autour qui explosent de vote FN. Vous voyez là, en haut, le trait bleu, c'est une avenue qu'on a marquée. D'un côté, c'est blanc. Il y a quasiment 0 vote FN. De l'autre côté, c'est quasiment majoritaire dès le premier tour. Et quand vous regardez la présidentielle, c'est intéressant, quand on se projette sur les questions de vote pour les municipales, avec cette belle carte-là quand même d'un premier tour. À la présidentielle, au second tour en 2017, il y a juste le bureau de l'extrémité nord où Marine Le Pen arrive devant Emmanuel Macron. Parce que dans tous les autres quartiers, comme ça s'est passé au second tour en 2014, et dans tous les quartiers populaires, avec une forte proportion de gens venant de l'immigration, vous avez un tir de barrage absolu qui se fait, avec une surmobilisation électorale. Alors qu'on est sur des zones qui normalement votent peu, là elles se surmobilisent et elles font un tir de barrage au FN. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qu'on peut comparer au dégagisme, qui est une espèce de dégagisme face au Front National pour ces populations, parce qu'elles ont tout simplement peur de lui, de ces populations d'origine immigrée, et qu'elles ont peur du Front National. Qui fait qu'aujourd'hui, une des questions centrales pour le Front National, pour se normaliser, pour aller au-delà du néopopulisme, c'est qu'il a construit le succès du néopopulisme largement sur la peur de l'islam et sur la peur de l'immigration, qu'avec ça, vous faites de magnifiques premiers tours, ça marche très très bien comme produit politique, mais qu'au second, vous faites ramasser par tous ceux qui ont peur de vous et qui s'unissent contre vous. Et aujourd'hui, le défi de l'extrême droite, c'est d'arriver à une dernière mutation, une mutation supérieure qui lui permettrait d'arriver à ça. Il y a des pistes, bien évidemment. Quelqu'un comme Robert Ménard présente un projet politique, qui est celui maintenant aussi de Louis Alliot, qui cherche en fait à faire une espèce d'union d'un conservatisme ethno-social qui permet de rassembler les gens, des classes moyennes paupérisées jusqu'aux classes aisées, en leur disant qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est l'ordre, empêcher le désordre, sous-entendu qu'il vient largement des classes populaires d'origine immigrée, mais en le hurlant pas trop fort, de telle manière à ce qu'on puisse éviter les effets de barrage. Bref, ce qu'on appelle l'union des droites, c'est en fait une fusion des droites. Dans l'idéal, ça vous amène au Partido Popular espagnol, qui a toujours été le grand parti de droite, avec un centre de gravité beaucoup plus à droite que la droite française, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire, en fait, ça vous normalise l'extrême droite d'une manière encore plus forte. Évidemment, dans d'autres cas, ça radicalise le reste de la société, puisqu'on est dans ce moment un petit peu particulier, où en fait, quand on y regarde, on a une normalisation des radicaux dans la société française, très largement, des radicaux de plus en plus normaux, et de l'autre côté, on a une radicalisation de la normalité, avec des discours de plus en plus violents. Dans cette bonne ville de Perpignan, 5 jours avant qu'il ne fasse scandale à la télévision, il y avait une conférence d'Éric Zemmour. Moi j'y suis allé, histoire de voir. C'était intéressant parce que c'était une salle très bourgeoise, avec pas mal d'anciens du RPR, donc des notables, et c'était le discours le plus violent que j'avais jamais entendu dans cette ville au niveau politique, avec un discours clairement d'appel à la guerre civile interethnique. Et c'est tout à fait intéressant de se rendre compte que les discours qui justement ont été purgés du Front National pour leur radicalité, en disant c'est ça qui nous marque, c'est ça qui nous amène chez les radicaux, sont aujourd'hui des discours qui sont utilisés pour asseoir l'assise au-delà du Front National et dans les classes sociales plus bourgeoises. Voilà pour ce petit topo général. Je vous remercie.